Bonjour à tous et bienvenue sur ce live classroom. Nous sommes ensemble pour à peu près 1 heure et nous allons être avec Justin Van Kelbeck. Du coup, nous allons parler aujourd'hui de Fusion 360. On parlera conception. Nous sommes repartis pour une semaine de confinement et donc une semaine de live pour monter en compétence sur la 3D. Nous avons déjà suivi pas mal de sujets la semaine dernière et les semaines qui précèdent. Je tenais à remercier tous nos intervenants et tous ceux qui ont pu participer. Je vous rappelle que si vous avez raté ces lives, vous pouvez les revoir sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne F3DF. Donc, comment va être répartie cette heure? J'ai demandé aujourd'hui à Justin de nous présenter un cas d'application sur le logiciel d'Autodesk Fusion 360. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous préciser les lives qui viendront cette semaine. Donc aujourd'hui, on sera sur Fusion 360 et demain, on parlera de la gestion d'un projet en impression 3D dans toutes ses étapes. Mercredi, donc, on sera le 8 avril et on sera avec Yannick pour parler de la supply chain et voir comment l'impression 3D peut avoir un rôle important dans l'évolution de la supply chain dans le contexte actuel. Et jeudi, nous recevrons donc le HP avec Alexandre Grosso pour parler de la technologie. Et on gardera la journée de vendredi pour faire un point sur les nombreuses expériences qui ont lieu en ce moment de l'impression 3D face au Covid-19. Du Justin, donc tu es avec nous et l'exercice d'aujourd'hui va être de réaliser une. Alors, on s'est inspiré du contexte. Hein. On va réaliser une valve et on va passer par les différentes étapes de conception. Du coup, Justin, je vais te laisser la parole et tu pourras partager ton écran. On sera sur un véritable workshop pas à pas. Donc, c'est du live. Donc, on va découvrir ensemble une conception et on va passer par ces différentes étapes. On gardera un temps de questions. Vous pouvez bien sûr utiliser le chat pendant le live de manière à interagir. On essaiera de couper nos micros pendant ce temps-là. Et donc, on traitera l'ensemble des questions en fin de démonstration de conception. Justin, tu nous entends bien? Ok, super. Bienvenue à tout le monde. Oui, par contre, j'ai l'impression que mon PC rame un petit peu. Est-ce que vous m'entendez correctement ou pas? Très bien. Ok, super. Donc du coup, aujourd'hui, cas d'application, quelque chose de concret. On va essayer de modéliser une valve qu'on nous a sollicité en début de semaine. Tout du moins, le SAMU d'un qui est avant-hier dans le nord de la cité Florian pour rassembler les compétences nécessaires afin de reproduire cette pièce-là qui est dans l'auditoire. On a également forcément Florian, on a eu Yannick Omnes et je sais plus qui d'autre, peut-être que tu peux le rappeler. Oui, Mais donc une du coup équipe voilà, on va pluridisciplinaire, on va faire un dire. exercice un peu particulier aujourd'hui. Tout à fait. Alors, donc du coup, on va faire un exercice un peu particulier que je n'ai pas encore réalisé à ce jour, donc vous m'excuserez si le rythme n'est pas forcément idéal ou si mes explications sont pas toujours top. On va essayer de modéliser en direct tout ou partie de cette valve-là. On va regarder un petit peu le fonctionnement, à quoi elle sert. Image sombre et parfois hachée de la part de Johan. C'est parce qu'en fait, c'est pas très très rangé à la maison, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais il devrait y avoir un meilleur contraste ici, maintenant. Parfait, magnifique. Super. Bon, tant mieux. On continuera
comme ça pour les prochains lives. Alors, petite démo de cette pièce-là avant de lancer Fusion 360. Alors, en fait, cette pièce-là est une pièce qu'on va utiliser dans les patients. On va aller mettre ça dans la gorge. En fait, c'est ça qui va faire la possibilité aux patients de respirer. Donc voilà. Ensuite, ici, on a l'arrivée de l'air sur le respirateur. Et ici, on a une valve bypass, on voit avec son petit joint, qui permet d'aligner ou non. On va voir. Si je peux tourner, c'est dans l'autre sens. Aligner ou non le canal. Donc comme ça, on est étanche. Et comme ça, on ouvre qui est imprimé, qui est exactement le même. Ce prototype-là, en fait, cette pièce va permettre d'aller insérer à l'intérieur de la gorge du patient une sonde avec une pompe. Et là, on va pouvoir pomper pour enlever je ne sais pas comment on va dire, mais tout ce qui viendrait polluer les poumons. Donc du coup, je vais me représenter parce que je ne l'ai pas encore fait forcément. Moi, je m'appelle Justin Van Kesbeek. Yannick, si son colis, je pense que c'est plutôt peut-être ta connexion. Voilà. Donc du coup, moi, c'est Justin Van Kesbeek, je suis vraiment formateur. Alors, on me dit que le son est pas terrible. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir faire une pause 30 secondes et je vais me connecter par téléphone. Parfait, Justin. Le temps que tu te connectes, je te propose de réaliser un petit sondage. Du coup, pour savoir qui est utilisateur de la CAO et pour certains, si vous êtes déjà utilisateur du logiciel Fusion 360, vous pouvez utiliser le chat pour nous faire un retour, de manière à ce qu'on sache à peu près où vous en êtes. Du coup, on essaiera de vulgariser un petit peu le propos avec Justin, mais on ira directement dans le cœur de la conception. Donc, je vois qu'il y en a pas mal qui utilisent déjà. Parfait. Alors pour rappel, hein, Fusion 360, c'est un logiciel qui est polyvalent, qui a une double approche. On retrouve un peu ce qu'on retrouve comme certains le site chez SolidWorks, Katia, ou l'ensemble des logiciels paramétriques avec une dimension, les dimensions des cotes de la conception paramétrique, et également un aspect de modélisation directe pour des formes plus créatives. Donc voilà, c'est un logiciel qui vient à prendre les différentes approches de la 3D dans une seule solution. L'avantage, c'est effectivement une prise en main assez facile. J'espère que Justin, tu as pu te reconnecter. Parfait. Oui. Alors, est-ce que pour vous, vous m'entendez correctement ou pas? Parce que du coup, là, je suis sur mon téléphone. C'est mieux, ok. On va tenter comme ça. Puis de toute façon, voilà, on est tous à la maison pour la plupart. On connaît les contraintes, donc pas de souci. On te laisse reprendre. Ok, donc du coup, Justin Van Kesbeek, entrepreneur indépendant en fabrication additive dans le nord de la France. Je suis bien sûr formateur, chez F3DF sur tous les modules d'impression 3D, dépôt de matière et résine. Voilà, j'accompagne les industriels de mon secteur géographique dans l'intégration de la fabrication additive, dans les démarches qui sont le tranchage, l'optimisation topologique, le design orienté, la modélisation orientée, pardon, et pas mal d'autres points. Donc vous pourrez me contacter si vous le souhaitez, si vous avez des questions en particulier à justin@f3df.com. Optimisation exactement, Patrick. On peut effectivement optimiser les pièces pour avoir un minimum de matière, un minimum de temps d'impression, on va voir en particulier. Donc du coup, voilà notre pièce. En mon avis, en 20 minutes, je ne suis pas certain de pouvoir tout modéliser. En tout cas, on va essayer de faire un maximum possible. Alors, normalement, vous devez passer sur mon écran. Alors, vous avez mon mail. Oh là là. Donc du coup, on nous a fourni quelques plans. En tout cas, moi j'ai la pièce. Donc du coup, je vais prendre mon meilleur ami, le pied à coulisses, que j'espère que vous en avez tous un.
Et on va essayer d'aller modéliser section par section pour en arriver à la pièce présente ici dessous. Donc, je tiens à rappeler qu'il y a autant de manières de modéliser qu'il y a de modélisateurs. Donc, pour vous, vous aurez une méthode plus rapide, une méthode moins rapide, une méthode autre, aussi rapide, on va dire. En tout cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Le principal étant avant tout que la pièce, au final, soit celle qu'on souhaitait. Très bien. Donc, je vais designer en même temps que vous. Je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que je fais. Donc, forcément, je prends mon pied à coulisses que je mets en haut, je le mets à 0 pour être certain. Et je vais pouvoir, par exemple, commencer tout de suite à aller chercher. Alors, je vais essayer de faire en sorte pour que vous puissiez le voir. Hop. Donc, du coup, on a un premier diamètre ici qui est de 22,2 mm. Donc, ça, c'est la partie qui va venir s'insérer dans ce manchon ici. Donc, 22 mm. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord créer une première esquisse, un premier sketch, prendre un plan à peu près au hasard, mais surtout s'accrocher à un point, à un repère dans l'espace. Et je vais utiliser la fonction cercle qu'on accède directement avec la touche C. Je vais utiliser le point central de mon plan et je vais faire du coup un cercle de 22,2 mm. Bien sûr, la norme c'est les millimètres, c'est pas les centimètres, donc on s'exprime toujours en millimètres. Ok, alors ça c'est une partie qui va être emmanchée. J'en profite tout de suite, effectivement, pour vous dire que si vous faites de l'impression en FDM, en dépôt de filament fondu, ce qui va se passer, c'est que on va avoir un dimensionnement légèrement supérieur. C'est pourquoi je vous recommande, quand vous devez faire de l'encastrement en impression 3D, de faire un offset. Alors un offset, il est ici dans Modify Offset, ou directement avec la touche O. De faire un offset de notre cercle plus petit, de 0,2 mm. Et là, vous allez avoir une pièce qui va vraiment s'encastrer, qui va correctement s'encastrer. Alors, on a cette section ici, donc il y a une longueur de 28 mm. Donc, avec l'outil rapide d'extrusion E, vous allez pouvoir extruder la pièce, ou sinon, vous faites finir l'esquisse et choisir directement Create et Extrude. Donc, je prends mon cercle le plus petit, forcément, pour qu'il puisse s'encastrer. Et après, alors ça rame un peu en même temps que je suis... Alors, et donc, du coup, ici, on va pouvoir l'agrandir. Du coup, j'avais dit de 28 mm. Donc, je peux taper directement à l'écran, au clavier, pardon. Et donc, j'ai effectivement une première section, celle d'accouplement. Alors, pourquoi est-ce que je fais pas directement le canal à l'intérieur? On verra tout à l'heure qu'on a une fonction box, je pense que c'est ça, shell, pardon, coq, shell, qui va nous permettre de réaliser directement la pièce à l'intérieur. Super. Alors, du coup, on continue avec une section juste au-dessus, celle-ci, qui est à, pardon, 17,6 mm. Donc là, je vais recréer une nouvelle esquisse sur non plus un plan d'origine, mais sur un plan d'une de mes faces de mon objet. Par exemple, celle-ci. Et donc, du coup, on va refaire un cercle. Combien j'ai dit? De 17,7. Donc, de 17,7, 17,7. J'ai mon chargeur, ça ira mieux pour éviter qu'on soit coupé ensemble. Alors, les participants ne voient plus ce que... Ah, c'est bon. Normalement, ça a dû revenir. Désolé hein, pour la coupure. Donc, du coup, j'ai effectivement 17,7 mm sur une hauteur de 20 mm, à peu près 19,7. C'est pas une longueur utile, donc pour le coup, voilà, on va faire 20 mm. Donc, fonction E pour extrude. Je choisis mon profil à extruder et je vais lui dire donc du coup 20 mm d'extrusion.
vous avez effectivement, je vois pas parce que moi j'ai en même temps l'application lancée. Ici, vous avez la possibilité soit de joindre la pièce ou de créer une nouvelle pièce, par exemple. Si je fais un new body, je vais avoir deux pièces, deux bodies. Si je fais join, je vais joindre la matière. Patrick, si tu as une question, n'hésite pas à prendre la parole par micro, ce sera mieux. Donc ça c'est parfait, je peux valider mes 20 mm. Super. En tout cas, je vois on est beaucoup moins, c'est plutôt intéressant, on est 40 là actuellement. On va réaliser du coup cette partie, je sais pas si je peux dire en Y ou cette branche, qui elle est à 60 degrés. Et pour le coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer une esquisse qui va passer pour le coup au milieu. Donc on va plutôt partir comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un trait vraiment ailleurs. OK. Et je vais lui mettre une horizontale à côté. Super. Ce qui va me permettre ici d'utiliser l'outil dimension qu'on va avoir de cotation, pardon, ici, D pour dimension ou créer une dimension, sketch dimension, et là je vais lui donner un angle de 60 degrés. Voilà. En fait, on n'est pas à 60. On est à moins que ça. J'ai pas de rapporteur, hein, désolé. Non, mais, on est plutôt à 45 degrés. Voilà. Ce qui va me permettre maintenant que je les ai cotés ensemble, je peux déplacer ma trajectoire à l'intérieur pour y faire démarrer cette branche. Donc très bien. Alors moi je vous explique comment moi je réalise. Hein. Après, comme je vous avais dit, il y a sans doute plein d'autres méthodes. Ce que je vais réaliser maintenant, c'est que je vais faire un offset de chaque côté de ma pièce, par ici et par là. OK. Et cette fois-ci, on a une dimension de, attention, je vous demande tambour, 15,5. Et donc, du coup, je vais faire des offsets de chaque côté de la moitié de 15,5. Alors, c'est bizarre, j'ai fait un autre, c'est pas grave. Alors, je vais modifier cette dimension et je vais dire que c'est 15,5 divisé par 2. OK, elle a un petit peu disparu. OK, bon, je reprends. Alors, CTRL Z, faut pas hésiter à utiliser le CTRL Z, c'est toujours très utile. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai fait mon offset, alors, je vois pas ma page d'offset, il faut que je désélectionne l'outil, la sélection en chaîne. Comme ça, je ne peux sélectionner qu'un seul segment. Si j'active la sélection en chaîne, on voit bien qu'il va me sélectionner l'ensemble des deux segments, tous ceux qui sont joints. Donc, je prends celui-là, je vais l'extruder je vais le faire un offset à 15,5 divisé par 2. Et il se met là, super. Ce que je vais regarder aussi, c'est en pointant ma souris, je vais me rendre compte que cette cote de 15,2, je me suis trompé 15,5. Divisé par 2, cette cote s'appelle D9. Ce qui est sympa, c'est que je vais pouvoir faire un offset, pour le coup, de l'autre côté, de la longueur D9. Bah alors, pour le coup, la longueur moins D9. Comme ça, ce qui se passe, c'est que si je dois changer et que je dis que c'était plus un diamètre de 15, mais de 16, si je passe à 16, les deux, en fait, vont subir cette modification. Ce qui permet, en réalité, du coup, c'est vraiment le pouvoir de la modélisation paramétrique, c'est qu'il suffit de modifier une seule valeur pour que l'ensemble puisse suivre derrière. Donc, je refais à 15,5, même si c'est pas spécialement important. Voilà. Je vais le caler comme ça pour qu'on soit à l'intérieur. Alors, ici, je vais rien pouvoir extruder parce qu'en fait, on ne peut extruder que des profils. Des profils, ce sont
des formes géométriques qui sont fermées. Et on voit qu'à l'intérieur, je ne suis pas fermé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil ligne pour refermer le tout. Et vous voyez bien qu'à l'intérieur, on est colorié. Maintenant, on a des profils. Alors, ça, je suis content. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais donc non pas faire une extrusion, mais je vais faire une révolution. Alors, il faut bien y penser. Je ne fais une révolution qu'une demi-partie. Alors, regardez, je sélectionne mon profil avec ma zone, avec mon axe, pardon. Et là, il m'a mis automatiquement en coupé. Je vais plutôt faire joindre de la matière. Et vous avez vu, voilà. Qu'est-ce qui se passe si je reviens en arrière et que je sélectionne mes deux surfaces et que je choisis l'angle au milieu? Il ne va pas vouloir parce qu'en fait, il va se chevaucher l'un sur l'autre. Donc effectivement, quand vous faites une extrusion par révolution, il ne faut prendre que la moitié du profil, le demi-profil, sinon vous n'y arriverez pas. Donc je resélectionne mon profil, hop, je suis bien en joindre la matière. Super. On a déjà quelque chose qui vient un peu se rapprocher de... Ah, mais j'ai fait la même erreur que la dernière fois en fait. Je l'ai modélisé à l'envers. Bon, c'est pas grave. Donc, ce qui va me permettre effectivement de vous faire montrer que le paramétrique a son avantage. Ici, je peux modifier l'angle. Désolé, je reviens sur mon sketch. Je peux modifier mon angle ici, lui rajouter plus 90 degrés. Et effectivement, on se rend compte que je n'ai pas eu peu de modifications à réaliser. Ok, je me décale. Super. Et là, il n'y a plus qu'à valider. Il va tout nous reconstruire. Voilà. Donc là, j'ai corrigé ma bêtise. Alors que si j'avais été en modélisation directe, je devrais retourner vraiment en arrière. Super. Après ça, mais non, mais en fait, j'ai une bêtise, j'étais bien. En fait, donc là, simplement, CTRL Z et je peux annuler toutes les modifications que j'ai réalisées. Et effectivement, oui. En fait, je m'embrouille vraiment pour le coup. Parce que du coup, cette partie qui s'en va ne part pas de la grosse section, mais de la petite section. Donc du coup, on va pouvoir aller modifier ça pour le rajouter ici. Alors, cette surface-là, j'avais bien expliqué que elle n'était pas spécialement utile. La longueur ici n'est pas spécialement utile. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'augmenter, histoire que on n'ait pas de problème. Alors, pourquoi ici il ne voudra pas? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une extrusion pour le coup de mon deuxième profil. Alors, je vais retourner dans mes sketchs, réactiver mon deuxième profil, désactiver mes bodies pour pouvoir voir mon profil. Je vais appuyer sur E pour extrusion ou directement faire Create Extrude. Sélectionner ma zone. Je peux enfin réafficher mes bodies. Je vais lui demander non pas de démarrer du profil, mais démarrer plus tôt. On voit que là, il propose de démarrer du profil. Non, non. Moi, je vais lui dire tu démarres de l'objet, lequel? Celui-ci. Et on va pouvoir, cette fois-ci, les tirer avec une fonction de join. Super. Ok. C'est bien. Ça commence à ressembler un petit peu. Alors, ici, on a une surface, je vais regarder avant de dire une bêtise. 4, on a 15, 6. Alors, cette dimension ici est identique à cette dimension-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la longueur de l'objet et on va aller vérifier. Donc ici, on est à 36 mm de longueur.
Donc, pour ça, on va retourner ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais projeter l'objet que je vois ici pour pouvoir l'utiliser pour m'appuyer dessus. Ok, maintenant, si je cache mes bodies, on voit bien qu'il m'a projeté la surface. Alors, je vais refermer la surface ici. Je vais créer un point. Vous allez comprendre pourquoi. Je crée un point ici. Et maintenant, je vais pouvoir lui donner la longueur entre ça et ça. J'avais dit combien? J'avais dit 36 mm. Super. Celui-là, je vais pouvoir l'étirer. Voilà. Donc, cette fois-ci, on a bien 36 mm entre cette surface-là et la surface perpendiculaire ici. Ok. Après, on a une pièce du coup qui va venir s'accoupler dessus. Donc ça, en fait, c'est un système de bypass, comme j'avais expliqué tout à l'heure. En fait, je vais le faire avec cette pièce. Là, elle est plus sympa. Alors en fait, à l'intérieur, vous avez un système de bypass. Là, vous pouvez passer à l'intérieur votre fameuse sonde. Et si je tourne cette molette ici, un peu dur hein, forcément, puisque c'est des prototypes. Là, du coup, ben, vous n'avez plus rien à l'intérieur. Et là, cette fois-ci, on est étanche parce qu'on a un joint. Le joint, on le voit, il est ici, à l'intérieur. Et ça, c'est la pièce d'origine. Alors, il y a pas mal de questions. J'essaierai d'y revenir, à la fin. C'est vrai que vous avez tous une manière de modéliser qui sera différente. Il faut, il faut m'excuser, il faut en prendre compte. Effectivement, j'ai pas forcément l'idée que vous aviez eue tout de suite. Et donc, pour le coup, voilà. Ta question, c'était, oui, ouais, effectivement, on aurait pu modifier la longueur de l'extrude original. Ça aurait été plus simple et plus rapide. Tout à fait. Tout à fait. Alors ici, ce qui va se passer, c'est que la complexité qu'on avait eue, c'est que en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'imprimer de cette manière-là. L'objectif, c'était de l'imprimer en dépôt de filament fondu. Ce sont les machines qui sont les plus communs aujourd'hui, les plus répandues. Donc il fallait absolument qu'on l'adapte à la technologie FDM. Donc en fait, si on l'imprime comme ça, on va se retrouver avec beaucoup de supports ici à devoir imprimer. Donc on a pris la décision de séparer ces pièces-là et d'en faire deux pièces distinctes à accoupler, l'une avec l'autre. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vais regarder ces variés. Ah, il est déjà 14h30, ok. Donc du coup, on va continuer en modélisant ici, mais surtout en creusant notre pièce. Ok, super. Alors ici, pour cette pièce-là, du coup, on va avoir à cet endroit-là une longueur de 13 mm. Alors, on fait un diamètre de 13 mm. Bon, Alain, je m'excuse, mais c'est vrai que je ne devrais pas forcément m'excuser. Donc, je peux refaire un sketch. Oula, on a perdu. On a créé un sketch sur une surface que je n'ai pas encore sélectionnée. Donc, je crée un sketch sur cette surface-là et je fais donc mon fameux cercle de 13,3 mm, 13,3 mm et je vais aller l'extruder d'environ 15 mm. Donc E pour extrude ou alors vous quittez l'esquisse, vous faites create et extrude. Encore une fois, Fusion 360 a la possibilité d'avoir des raccourcis. Franchement, utilisez-les. Les offsets, les extrudes, les révolutions, l'outil de cotation, surtout profitez-en. Donc 15 mm. Super. Alors, c'est bien, par contre, cette fois-ci, il n'y a pas d'air qui va passer. Pour le moment, il n'y a pas d'air qui va passer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil Shell, qui est donc la possibilité de faire une boîte. Et je vais sélectionner pour le coup, donc du coup, soit on peut sélectionner un body directement. Si je prends le body ici, je peux faire par exemple
je vais vous expliquer, je fais vraiment au hasard là, 1 millimètre. Alors, pas de différence, effectivement, sauf que si on inspecte en section analysis, on se rend compte effectivement qu'il nous a fait une coque à l'intérieur. Il a effectivement fait ce qu'on souhaitait, sauf que là, on n'a pas d'entrée d'air, on n'a pas de sortie d'air. Alors, pour ça, je vais supprimer ma fonction coque et je vais en recréer une nouvelle. Et cette fois-ci, je ne vais pas sélectionner mon body. Il me propose d'utiliser soit des faces, soit des bodies. Alors, je vais utiliser les faces et je vais sélectionner toutes les faces que je souhaite qu'il évite. Alors, il y a celle-ci, l'entrée d'air, celle-ci, la sortie d'air, et en plus, on a celle-ci parce qu'on va venir insérer notre tube. Donc voilà. Alors, de quelle longueur, à votre avis, on va devoir faire une coque? Quelle est la taille de la coque qu'on va devoir réaliser? Je souhaite mettre tout de suite un point relativement important. Si c'est pour être imprimé en FDM, surtout, utilisez une largeur de coque multiple de votre diamètre. Ouais, Patrick, je parle de l'épaisseur. Multiple de votre diamètre de buse. Qu'est-ce qui va se passer si vous faites une épaisseur de 1 mm? Vous allez pouvoir remplir les 0,4 à gauche, les 0,4 à droite, et vous allez vous retrouver avec une bande de 0,2. Et 0,2 en impression 3D, ça va être possible, mais on va demander à l'imprimante de faire quelque chose d'un peu compliqué. Elle va devoir passer plus vite, extruder un peu moins. Autant faire les choses très correctement et faire des extrusions multiples de 0,4. On a Alain qui nous dit en FDM, il faut au moins 1,2. Moi, je dirais qu'en fait, si on veut une étanchéité, il faut au moins 2 contours de paroi, soit 0,8. Si on veut une étanchéité plus une solidité, il faudra au minimum, comme Patrick le dit, non, Alain le dit, pardon, au moins 3 contours, soit 1,2 mm. Mais voilà, mettez pas 1,5, mettez pas 1,7, vous mettez 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, 2. Bien sûr, si vous êtes sur une buse, effectivement, hein, Alain, tu précises bien, pour une buse de 0,4. Eh bien, Eddy, si la majorité des slicers extrudent sur du 0,45, dans ce cas-là, tu fais un multiple de 0,45, mais tu peux toujours prendre la main au niveau du slicer pour lui demander une extrusion de la longueur que tu fais. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui proposer 4 contours. Donc 4 contours, on est à 4 x 4, 16, 1,6 mm de coque. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec cette fois-ci notre pièce évidée. Alors, je vais faire un rapide passage en faisant Tool, Make, 3D Print, ma pièce. Alors, on va la poser sur le plateau et on va se rendre compte qu'il y a quelque chose de design qui a été très très mal pensé. Alors, je vais repartager pour le coup. Là. Ok, donc là, il me l'a importé sur le plateau. Normalement, vous devriez voir. Alors, si je pose ma pièce à plat sur cette surface-là, que j'imprime, que je lui demande la possibilité de mettre des supports. Alors, on va pas regarder forcément les détails du slide, mais je vais vous faire montrer quelque chose en particulier, c'est que à l'intérieur, il nous a mis des supports. Il nous a mis des supports forcément parce qu'on a des parties qui sont vraiment, on va le voir ici, hop, hop, hop. Ah ben, je sais pas pourquoi j'ai pas de couleur sur les autres process. Là, si. Hop. En fait, vous voyez ici, je vais zoomer dessus pour qu'on le voit tous. Là, on imprime dans le vide. Cette couche-là, elle est imprimée dans le vide. Elle est absolument pas pensée pour l'impression 3D. Ce qu'il faut, c'est, vous devriez tous le savoir, normalement, au niveau de l'impression 3D, on évite de dépasser les 45 degrés d'angle au niveau de l'impression, sinon on va avoir du mal. Donc, on peut faire un chanfrein de 60 degrés, effectivement, comme Yoann, tu le proposes. Alors, ce qu'il va falloir faire, quand je vais basculer, on va retourner sur Fusion 360. Alors,
Johan, tu proposais de faire un chanfrein. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais un chanfrein ici? On va faire Modify et chanfrein. On va par exemple sélectionner effectivement cette zone-là et on va lui demander, hop, on va faire un petit zoom. On peut lui demander par exemple 2 mm. Donc là, on va être à 45 degrés. Donc, c'est plutôt propice à l'impression. Sauf que si je valide, on va se rendre compte qu'en réalité, ça n'a pas modifié à l'intérieur. Donc, je supprime mon chanfrein, je reviens en arrière. Je ne vais pas supprimer ma fonction coque parce que pour moi, elle est très bien, mais je vais revenir en avant de réaliser cette fonction coque. Cette fois-ci, je vais pouvoir faire des chanfreins sur ma pièce, ici et ici, de l'ordre de 2 mm. OK. Et maintenant, je vais pouvoir revenir sur ma ligne de vie en bas, et du coup, il m'a réalisé des chanfreins. Oula, oula, oula. Oula, oula. Je ne comprends pas pourquoi, c'est pas grave, je vais la re-réaliser. Parfois, il sélectionne des surfaces. Donc, je refais ma boîte, mon shell ici, ici, et là, à 1,6. Alors, je n'ai pas forcément la réponse à pourquoi est-ce qu'on a ce comportement. Je suis vraiment navré. Je me permets de regarder un peu. Si vous avez une idée, surtout, n'hésitez pas à me le dire. Ma partie à 60 degrés rentre de trop dans le diamètre. Oui, mais c'est une seule et même pièce, donc du coup, au moins ici. Ah oui, d'accord. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à prendre la parole au micro. Ce serait idéal. Donc, je refais ma boîte ici à 1,6. Voir. Bonjour Justin. Oui, bonjour. En fait, je pense qu'il faudrait que tu ajustes la partie à 60 degrés. Sur la face, moi j'ai rencontré le même problème en fait. Il faut tronquer, je pense qu'il faut que tu tronques par rapport à ton diamètre la face. Ok, d'accord, ça marche. On peut essayer de faire ça effectivement. Donc pour le coup, je dois revenir relativement au moment où... Hop. Ici. Voilà, c'est à ce moment-là, ouais. Faut que tu Oui, mais pourtant, faut que tu vas-y, réaffiches le t'écoute. sketch. Il faut que je réaffiche le. Je pense qu'il faut que tu réaffiches ton sketch et que parce que je crois que quand tu as coté, tu as laissé voilà, toute cette partie-là là, qui rentre. Il faut la supprimer. Oui, mais j'ai envie de dire, cette partie-là, elle est déjà présente. Donc, c'est possible. C'est possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, on va revenir. Alors, je quitte mon outil d'esquisse. Je sais pas. Voilà. Cette révolution, je peux la faire en... Ah oui, sinon c'est la révolution que tu dois. Bon, dans tous les cas, parce que là, je devais prendre la parole 20 minutes, je l'ai pris un peu plus que ça. Malheureusement, alors, je vais me permettre. Cette pièce que vous avez ici, on a réussi à en faire. On a réussi à en faire une première copie ici en FDM. On en a fait une seconde copie en FDM également, mais du coup en transparent. Et un dernier prototype est sorti en résine.
Là, on a 3 jours de boulot. On a 3 jours de boulot. On a Christine, je sais pas si elle est encore sur le forum, mais il y a eu énormément de boulot. Donc du coup, en 20 minutes, 30 minutes, voilà, on a vu légèrement ce qui était possible de réaliser. Donc si Florian, tu peux peut-être reprendre la parole 2 minutes parce que j'ai ma fille qui essaie de sortir de la chambre. Du coup, effectivement, tu évoquais le projet, c'est un projet réel. Donc là, on est repassé par les étapes de conception, hein. C'est effectivement pour pouvoir partager cette expérience. Demain, on recevra François qui reprendra justement les étapes de gestion d'un projet de prototype. Donc ça nous permettra de prendre peut-être de sortir de la conception et d'avoir la vision d'ensemble du projet. Voilà, mais c'était important peut-être de commencer par cette étape-là de manière aussi à ce que ça puisse vous aider, vous, sur des projets. Ce sont ce type de pièces, effectivement, qu'on s'attend à voir dans les prochains jours. Voilà, donc Justin, merci pour tes explications et pour cette conception en live. Comme tu l'évoquais, différentes méthodes pour obtenir un projet. Là, finalement, c'était assez rapide. Tu as respecté le timing, hein, c'est toujours une contrainte, mais ça nous permet de pouvoir échanger un peu plus suite à ça. Donc, de toute façon, on reviendra dessus demain sur vraiment les différentes étapes, sur la coordination des acteurs, sur comment faire vos tests et vos itérations. Donc, voilà, on aura le temps de continuer ça ensemble, bien sûr, dès demain. Ok, merci à tout le monde. Je vois il y a pas mal de merci sur le forum. Je trouve que c'était pas si terrible que ça parce que j'ai un rythme qui, je suis pas habitué pour le coup de cet exercice-là. Donc merci à tout le monde d'avoir été présent. N'hésitez pas à revenir auprès de S3DF si vous avez des précisions, si vous êtes en demande de précision. Voilà. Donc on est bien sûr également joignable. Ah, tu veux peut-être parler, Ben? Non, je voulais te remercier parce que on voit vraiment l'intérêt de ce logiciel, c'est-à-dire que dans l'industrie, on a régulièrement des changements, c'est-à-dire de diamètre, de cote, etc. Et comme on a pu le voir dans l'exercice, on peut faire les transformations, les changements très rapidement sans avoir à repartir de zéro. Et finalement, dans tes petites erreurs, au contraire, on a pu voir la puissance du logiciel et l'intérêt de travailler là-dessus. Voilà, je voulais juste te dire ça. Merci pour ce commentaire. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires, en sachant que voilà le programme continue. On se retrouve. Alors, je vais vous partager rapidement le programme de la semaine pour que ce soit bien visible. Donc dès demain, donc comme je l'ai dit, on reprendra un projet de réalisation de prototype en impression 3D de A à Z avec ses différentes étapes. On parlera supply chain et cloud manufacturing mercredi pour voir comment l'impression 3D peut apporter des solutions. Et on recevra HP qui nous fera aussi un retour sur à la fois comment fonctionne cette technologie, la technologie multi-jet fusion, mais aussi comment eux aussi de leur côté ils ont avancé dans la bataille contre le Covid. Donc là aussi des retours d'expérience. Et on terminera la semaine avec d'autres témoignages et retours d'expérience sur ce sujet. On retrouvera ce live du coup sur notre chaîne YouTube. Et pour l'ensemble des utilisateurs de la plateforme F3DF e-learning qui continuent à se former depuis la maison, ils pourront le retrouver dans les ressources de leur plateforme. Je vous invite aussi à nous rejoindre. Nous avons ouvert un forum pour que vous puissiez proposer vos idées, proposer aussi vos demandes pour que l'équipe F3D vous propose des lives. Donc, vous pouvez nous contacter directement sur le forum ou sur le site F3DF. Alors, vous pouvez en profiter, nous sommes encore en ligne pendant quelques minutes pour pouvoir évoquer des questions côté conception. Alors, je vois qu'il y a des questions qui apparaissent. Oui, Franck, moi j'ai une question par rapport au fait que tu dis quand on fait une impression FDM, il est préférable de retirer 0,2 sur une cote. Et sur la conception avec Fusion, tu mets 12,2 et après tu fais un offset. Pourquoi ne pas mettre directement 12 par exemple? Alors pourquoi est-ce que je mets...
Ouais, effectivement, c'est parce que si demain, moi, je dois présenter à mon client mon dessin technique, j'aurai une réelle cote à 12,2. Parce que si moi, mon client me demande 12,2 et que j'ai besoin pour avoir un 12,2 de réaliser un offset à 12 ou à 11,8, mon client va me dire, mais non, c'est pas ce que je t'ai demandé. Moi, je t'ai demandé un 12,2. Je vais être obligé de lui expliquer, oui, mais en sortie d'imprimante, ça fera 12,2, vous inquiétez pas. C'est pour ça que je garde la cote originale et j'en fais une seconde à côté. Et si j'ai mon client qui me demande de poser une question, qui me pose une question dessus, ou si je dois exporter un dessin technique, j'aurai cette fameuse cote de 12,2 à lui montrer comme quoi j'ai bien respecté, j'ai bien fait mon travail, même si lui il le voit pas, mais les cotes que je vais utiliser sont pas celles qu'il m'a données. Ok, merci pour cette explication claire et nette. Ok, merci. En effet, la conception là a été orientée pour l'impression 3D, mais on pourrait très bien imaginer qu'elle soit utilisée vers d'autres moyens de fabrication dans d'autres circonstances. Alors, on a une question Christophe, de Christophe. Oui. ouais, tous les filaments auront le même problème de retrait? Non. Ils n'auront pas le même problème de retrait. Je l'avais expliqué, en fait, il y a 2 semaines, on a deux problèmes qui font qu'on a cet écart. On a à la fois le fait d'avoir notre modèle 3D exporté en STL. Rien que le fait d'exporter en STL, vous allez perdre en qualité parce qu'en fait, vous n'exportez que des triangles, donc la qualité n'est pas là. Plus le fait que vous passez par une technologie de dépôt de filament fondu, on n'est jamais à l'abri d'une petite surextrusion, une petite sous-extrusion qui va faire que, de manière générale, vous allez avoir un dimensionnement qui va être précis à 2/10 de millimètre. C'est pour ça que tous les filaments ne se valent pas forcément. Il y a aussi forcément des épaisseurs de couche. Si vous allez être à 0,1 mm de couche ou à 0,3 mm de couche, vous n'allez pas forcément avoir la même expansion sur les côtés. J'ai envie de vous dire aussi que tous les filaments n'ont pas, sur leurs caractéristiques techniques, de retrait identique. Donc, tous les filaments n'ont pas le même problème de retrait. Ils ont tous pour moi un problème de retrait, mais pas tous à la même valeur. Du coup, merci Justin. Donc là, aujourd'hui, tu es parti sur, à partir d'une pièce réelle. Est-ce qu'on aurait pu travailler à partir d'une photo ou d'autres éléments fournis par un client? Oui, une photo, c'est super. En fait, vous avez la fonction Canva, si je dis pas de bêtises, sur Fusion. En fait, vous allez pouvoir utiliser votre photo en tant que calque. Donc, l'idéal étant de prendre une photo de votre objet relativement bien orienté, bien au-dessus, bien à gauche, bien à droite, bien devant, bien derrière, de l'importer sur Fusion. Une fois que vous l'avez importé sur Fusion, une étape qui est importante, ça va être de dimensionner cette photo. C'est-à-dire que si j'ai cette photo de cette pièce-là, c'est bien, mais qu'est-ce qui me dit que c'est pas quelque chose de micrométrique ou alors quelque chose de gigantesque? C'est pour ça que je vais sur la photo prendre ce pixel-là et ce pixel-là, et je vais lui dire l'espacement entre les deux, il est de 12 centimètres. Hop, ah, je suis fort, 12 centimètres. Et donc du coup, voilà, on va pouvoir réaliser directement comme ça. Pour le SLA, on est confronté à d'autres problématiques. Je vais pas y venir aujourd'hui, sinon on y est jusqu'à 17h. Mais il y a d'autres problématiques aussi sur le SLA, dont ici, ça s'est imprimé en SLA. Et peut-être que comme ça se voit, mais on n'est pas tout à fait horizontal. Vous avez vu, il y a un petit écart. Après, j'ai pas une machine non plus de ouf, mais il y a d'autres contrats. Donc, une photo avec une règle, c'est aussi bien utile, effectivement, comme tu le dis, Rémi. Avec ces fameux canevas, comme je disais, on va pouvoir modéliser directement. Et il y a un exercice que j'adore faire lorsque je fais de la formation en présentiel, c'est redesigner une pièce à partir de 3 photos. En 2 minutes, c'est fait. Et ça pose, j'ai jamais de questions parce que c'est tellement simple. Les gens comprennent tout de suite. Effectivement, 3 photos peuvent parfois être suffisantes pour redesigner un objet. Bon, bah écoutez, merci à tout le monde d'avoir participé, parce qu'on était vraiment pas mal aujourd'hui, on était quasiment 40. Merci d'avoir pu participer à
à ce classroom, ce workshop sur Fusion 360. Je laisse la parole pour terminer à Florian, si tu as d'autres choses à nous dire. Eh bien, merci beaucoup Justin en tout cas pour de t'être libéré, parce que je sais qu'en ce moment tu es très pris, tu es sur de multiples prestations et accompagnements de fabrication dans le cadre de la lutte contre le Covid. Donc merci d'avoir pris le temps. Je vous remercie également à tous d'être présents. On se retrouve demain et dans les autres jours de la semaine. On retrouve également Justin lors de précédentes interventions live qui sont diffusées sur notre chaîne YouTube, et on se retrouvera très certainement dans les prochaines semaines. Merci à tout le monde. À très vite. À bientôt et bonne journée à tous.